Chapitre 23 Londres, Cromwell Road, dimanche 18 octobre, 16h37. L'appartement était superbe. Mur d'un blanc immaculé, rehaussé de tableaux tranchants avec la chaleur dorée d'un parquet de bois exotique. Quelques meubles modernes, pas le genre acheté chez Ikea, venaient ajouter une touche d'élégance à cet apparent dépouillement. Couloirs, chambres, cuisine, tout était à l'avenant, illuminé par les grandes fenêtres qui laissaient passer la lumière du jour. C'était beau, chic et sobre. On devinait immédiatement que le propriétaire des lieux était un homme distingué et de qualité, issu de la bonne société, pas un parvenu désireux d'en mettre plein la vue. Mais même son bel appartement et la fortune qui y allait avec, car Malot n'osait pas imaginer le prix d'un tel logement en plein cœur de Londres, qui devait être en tête du palmarès des villes les plus chères du monde, n'avait pu sauver M. Lockwood de la mort qui était venue le chercher jusque dans son salon. Il gisait, à même le parquet roux, au pied de son canapé, le corps tordu, arqué en arrière comme si on avait tiré une ficelle invisible, ou si les nerfs reliant sa colonne vertébrale s'étaient soudain atrophiés. Son visage, comme celui des précédents, arborait cette expression d'horreur et de souffrance intolérable qui était la marque de l'assassin. Par pur automatisme, Malot tâta le pouls du défunt, pour ne trouver aucune pulsation. Monsieur Lockwood était bel et bien mort. L'autre les avait encore précédés. De combien de temps ? Pas de beaucoup, à en juger par la chaleur du corps. Au maximum une demi-heure. Si ça se trouve, songea-t-il, il était dans le même train que nous. Et c'était fort possible. Le temps d'appeler son frère, et ils avaient pris le premier shuttle qu'ils avaient trouvé à la gare du Nord. Une fois à Londres, ils étaient directement venus ici. L'assassin n'avait pas pu les devancer de beaucoup. 1 heure peut-être. 2, comptant le temps qu'ils avaient pris pour fouiller la boutique de l'antiquaire. Suffisamment en tout cas pour que le coupable arrive ici, fasse son affaire à ce pauvre type et leur souffle sous le nez la possibilité d'en apprendre plus. Mais comment avait-il pu découvrir l'identité de sa victime ? Il n'avait pas pu suivre la même logique qu'eux, où il se serait aussi emparé du Codex Mechanicum, comme l'appelait Gerbert. Maintenant, il se pouvait fort bien qu'il ait extorqué des infos à l'antiquaire. Malot était particulièrement bien placé pour savoir ce que ses doigts noueux pouvaient faire à un homme. Un quart d'heure de ce traitement aurait fait cracher n'importe quoi à n'importe qui. Oui, il pouvait fort bien avoir obtenu l'adresse par ce biais-là, mais dans ce cas, pourquoi pas la carte ? La réponse tombait sous le sens. Parce qu'il n'en avait pas eu le temps. Ils étaient arrivés trop tôt, et l'avaient interrompu dans sa sinistre besogne. Restait la question du fragment de l'homoncule. Que possédait celui-là ? Une main ? Un pied ? Un bras ? Une jambe ? L'autre l'avait-il découvert et emporté ? La réponse ne tarda pas. « Patron !»« Oui !» répondit-il d'une voix légèrement excédée en étudiant les traits fins et racés du défunt, sa petite moustache droite, comme pour essayer de distinguer, sur ce visage congestionné par la douleur, un secret qui lui échappait, un ultime message qu'il leur aurait laissé avant que la mort ne le prenne. « Il y a quelque chose ici !» Malot leva les yeux. Albert désignait un coffre ouvert dans le mur qui lui faisait face, juste au-dessus de l'écran plat, derrière un cadre qu'on avait déposé au sol contre un des meubles de la pièce. Il n'était pas bien compliqué de deviner ce qu'il avait contenu. Le coffre avait l'air de bonne facture. Malot était sûr qu'il devait être très difficile à percer. Sauf pour celui qui possédait le code. « Qu'y a-t-il dedans ?» demanda-t-il en dénudant l'épaule du défunt pour constater, sans surprise, que ce dernier présentait, à l'omoplate et en dessous de la clavicule, des marques sombres, comme celles qu'auraient pu imprimer des doigts pressant de manière insistante. « Des papiers !» répondit Albert. « Encore des papiers !» Une seconde, puis « Des lingots, patron !» Albert brandissait devant lui une barre de métal jaune qui accrochait la lumière du jour. « J'en avais jamais vu autant autre part que dans les films !» acheva-t-il avec un air dégoûté.
Quand je pense que ce salopard a tué ce pauvre type et lui a même pas carotté ça... » Il paraissait sincèrement scandalisé à l'idée qu'on puisse assassiner un homme et ne pas en profiter, quitte à se faire meurtrier, pour le délester de ses lingots. La gratuité de la chose heurtait l'Auvergnat économe mais pragmatique qu'il était. Les lingots ne l'intéressent pas. C'était la première fois que mademoiselle Mignon, qui s'était prudemment tenue à l'écart du défunt et le considérait avec un regard à la fois fasciné et horrifié, ouvrait la bouche. Malot devinait dans sa voix la violence des sentiments qui l'agitaient. Ce mort et ce qu'il sous-entendait sur son meurtrier la terrifiaient. Mais elle ne faisait qu'énoncer la stricte vérité. S'il avait encore eu des doutes sur les motivations profondes de leur tueur en série, ils auraient été définitivement levés. Non, ce monstre ne courait pas après la richesse, preuve en était. Et que ces pauvres types qui l'exécutaient à la chaîne soient de doux dingues, qui se prenaient pour des mages héritiers de secrets millénaires, ou qu'ils le soient vraiment, ne changeait sur le fond pas grand-chose. Lui, en tout cas, y croyait aussi. Dur comme fer, et au final, il ne se laisserait détourner par rien ni personne. « Il y a une boîte ?» demanda enfin Malot en rabattant la chemise sur l'épaule du défunt. « Une boîte ?» répéta Albert. « Le genre de celle qu'on a trouvée à Paris. »« Oh, celle-là !» Malot l'entendit fouiller quelques secondes, remuer des papiers. « Non, pas de boîte. » Il avait l'air vaguement déçu en lui disant ça. En toute autre circonstance, son regard chagrin, celui d'un gosse contrarié, dans ce visage taillé dans la pierre, aurait amusé Malot, mais pas maintenant. La carte n'était pas dedans, ce qui signifiait soit que l'assassin l'avait d'ores et déjà dérobée, que leur enquête s'arrêtait là, soit qu'elle se trouvait encore dissimulée dans cet appartement. Malot penchait pour cette seconde solution, ou du moins l'espérait. Car s'il en allait comme la dernière fois, à Paris, et s'il rentrait dans le délire de ces gens, c'était la seule piste qu'il aurait pour dégoter le suivant. Il devait découvrir cette carte et l'adresse qui l'accompagnait. Son regard balaya la pièce. En dehors du canapé et du meuble de bois clair, une sorte de buffet bas sur lequel reposait le grand écran plat, le salon contenait essentiellement, en termes de décoration, quelques vieux appareils au charme rétro. Quelque chose qui ressemblait à un transmetteur de morse, une radio en bois ici, une vieille télévision portative là, quelques cadres accrochés au mur, dont un présentant la photo d'une installation parabolique en plein désert, une tablette en argile gravée de caractères cunéiformes, un papyrus égyptien sur lequel, entre deux cartouches emplies de hiéroglyphes, une femme longiligne, en robe blanche, levait les mains vers un objet indistinct, devant ce qui paraissait être une demeure. Évidemment, comme chez le précédent, la solution était juste sous ses yeux, mais encore fallait-il la trouver. Ses yeux passaient et repassaient d'un bibelot à l'autre, la lame de télégraphe, la radio. Il y avait bien un lien, bien sûr. Ces objets n'étaient pas là par hasard, mais lequel ? Mademoiselle Mignon le prit de vitesse. Cet homme. Elle désigna le cadavre d'un bref geste de la tête, en évitant de porter le regard sur lui, comme si sa simple vue lui faisait horreur. Sa belle assurance, face à ce nouveau meurtre, s'était un peu fissurée. C'était un de ses supérieurs inconnus. Celui dans le domaine était... Les moyens de communication, compléta-t-il pour elle en l'observant. Elle paraissait bouleversée. Abandonnant la victime où elle se trouvait, il se leva et s'approcha d'elle, alors qu'elle fixait le masque ravagé aux traits figés en un rictus effroyable. Il tendit la main pour lui prendre le bras. À peine ses doigts l'effleuraient-ils qu'elle frémissait. Son regard, quittant le corps étendu à terre, vint se poser sur lui, halluciné, douloureux. « Ça va ?» demanda-t-il aussi doucement qu'il put. Elle le dévisagea un long moment de ses grands yeux luisants en couleur de bois fauve, ouvrit la bouche comme pour prononcer un mot, la referma. Ses paupières s'abaissèrent, un frisson la parcourut tout entière. Quand elles s'ouvrirent à nouveau, elle avait retrouvé son aplomb. « Vous pouvez me lâcher maintenant. » Maintenant que la crise était terminée, elle se recomposait une attitude. Il n'avait pas le temps de s'y attarder. Quelqu'un dans la résidence finirait bien par se poser des questions et montrer voir ce qui se passait, ou des amis de la famille, une maîtresse. Si on les découvrait ici avec le cadavre avant qu'il n'appelle lui-même Scotland Yard, il risquait d'avoir de gros ennuis.
et même l'intervention de Damien n'y changerait rien. Une fois encore, ils avaient peu de temps, très peu de temps pour élucider cette énigme et retrouver la carte et l'adresse du suivant. Sinon... Les communications, murmura-t-il en se retournant pour considérer les divers objets présents dans la pièce. La machine et le ruban du télégraphe, la radio... Albert, qui l'avait devancé, s'approcha de l'appareil télégraphique et appuya sur la lame. Aussitôt, un crépitement se fit entendre de l'autre côté, et un petit morceau de papier blanc surgit d'une roue crantée de la machine. « Ça marche !» s'exclama-t-il comme un gosse qui a trouvé un nouveau jouet. « Regardez, patron !» Devant un malot pas vraiment réceptif, il s'amusa à taper SOS avec la lame de télégraphe et s'extasia de voir s'imprimer à l'autre bout, sur la bande de papier dans une suite de petits craquements, l'acronyme SOS. Ce qui ne les avançait guère. « C'est bon, vous avez fait mumuse » s'irrita-t-il. Albert lui jeta un regard fautif, mais n'en conserva pas moins son bout de télégraphe qu'il enfouit dans sa poche. SOS. C'était de circonstance. Il aurait bien eu besoin d'aide. Cette carte était certainement quelque part autour d'eux, tout à côté, dans un meuble, un mur, un plancher. Oui, mais lequel? Il balaya une fois encore la pièce des yeux. C'était ici, mais où? Le salon était vide, ou peu s'en fallait. Il n'y avait que le meuble sur lequel reposait la télé, le canapé, la table, les quelques objets disposés au mur. Ça ne laissait pas beaucoup de possibilités. « Mademoiselle Mignon, regardez dans le buffet, videz tout. » L'enseignante lui lança un curieux regard et parut sur le point de se rebiffer, mais dut sentir que ce n'était pas le moment. Elle s'agenouilla et se mit à sortir tout ce qui se trouvait dans le petit bahut. Il ne croyait pas qu'elle y ferait de grandes découvertes, mais savait-on jamais. « Albert, la table !» Pendant que le colosse se mettait en devoir de palper les dessous du meuble en question, pour le cas où il aurait recelé quelques compartiments secrets, Malo se chargea de la fouille du grand canapé de cuir blanc. En vain. Si boîte il y avait, elle ne se trouvait ni sous ni dans les coussins. Quand il se retourna, ce fut pour découvrir mademoiselle Mignon, entourée d'un nombre considérable d'objets divers, assiettes, couverts, mais pas de boîte. Elle écarta les bras. Il n'était guère étonné. Restait la possibilité qu'on les cachait dans un des murs, ou... Mais il avait beau porter son regard à droite, à gauche, il ne voyait rien qui... Communication. Les communications, se reprit-il. Concentre-toi sur ça. Ses yeux revinrent se poser sur les objets fixés au mur, cette radio, cet appareil de morse et son système d'impression tout à fait fonctionnel. Et si... commença-t-il en s'approchant et en songeant au SOS d'Albert. Et si cet engin ne fonctionnait pas pour rien? Il s'approcha encore et, à son tour, tapa un coup sur le bouton de bois. Les lames entrèrent en contact. À l'autre bout, un petit craquement se fit entendre, et le ruban tourna un peu. Une idée lui vint alors. Derrière lui, il devina, à son parfum capiteux, tubéreuse et amande, la présence de mademoiselle Mignon. « Vous pensez la même chose que moi ?» devina-t-elle. « Que cet appareil transforme le code morse en lettres et les imprime sur un papier, ce qui veut dire qu'il pourrait nous fournir une information si nous savions quel code taper sur cette fichue lame. » Son regard vola à travers la pièce une fois de plus et s'arrêta sur la tablette mésopotamienne. Il vint se planter devant, cherchant dans les pictogrammes alignés un indice qui pourrait rappeler des brèves et des longues, mais il eut beau insister encore et encore, il ne voyait rien et le temps filait. Albert, derrière lui, renonça bien vite pour reporter son regard sur le tableau présentant la belle égyptienne devant son perron, avec ses cheveux noirs, son plastron et sa robe blanche. « Vous avez vu, patron ?» demanda-t-il en désignant la feuille de papyrus. « Albert, je n'en suis pas là !» grommela Malo qui s'usait les yeux sur cette suite de têtes d'épingle qui finissait par lui vriller le crâne et dans lequel il ne voyait définitivement rien. Non, ce n'était pas la bonne piste. Mais alors quoi? « On dirait qu'elle tire la sonnette !» rigola Albert en mimant la pose de l'égyptienne, ce qui, en comparant le considérable Arverne à la fille de l'image, était du plus haut comique. « Une sonnette, répéta Malo. « Albert, vous m'épaterez tout. » Il s'interrompit. « Nom de... » Il fixa Albert ébahi. « Vous avez un truc, vous? C'est pas possible. » Mademoiselle Mignon, qui ne comprenait pas,
posa sur lui un regard égaré. « Vous nous expliquez ?» Sans répondre, il se rua vers l'entrée en manquant de trébucher sur le cadavre tordu au milieu du salon. Il parvint sur le palier, se retourna, appuya sur la sonnette d'un doigt fébrile. L'étrange petit carillon s'éleva à nouveau, sur son curieux rythme cadencé et atonal, apparemment sans ordre. Apparemment. Comme il devinait la silhouette délicieuse de mademoiselle Mignon dans la lumière solaire au bout du couloir, il demanda. « Vous avez entendu ?»« Quoi ?» lui répondit-elle. « Le carillon. »« Oui, et alors, c'est un carillon. Je ne vois pas ce qu'il a de si particulier. Écoutez. » Il appuya une fois de plus, relançant la petite séquence de notes bizarres. « Elle est plutôt casse-pied avec ses notes brèves ou longues dans le désordre le plus total. »« Vous l'avez dit !» l'arrêta-t-il. « J'ai dit quoi ?» Il sentit bien à son ton que la volcanique enseignante s'impatientait. « Des brèves et des longues, comme du morse !» s'exclama-t-elle en comprenant ce qu'il voulait dire. Il se contenta de hocher la tête, saisit son portable, démarra l'application d'enregistrement audio et leva l'appareil le plus près possible de la boîte du carillon, au-dessus du chambranle de l'entrée, avant d'appuyer sur la sonnette une nouvelle fois. La séquence se répéta, et c'était vrai qu'à la longue, elle devenait très pénible, mais peu lui importait. Coupant l'enregistrement, il revint au salon, faillit encore une fois chuter sur le corps, jura, l'enjamba et se rendit devant l'appareil télégraphique. Comme mademoiselle Mignon le rejoignait, il lui tendit son téléphone. « Passez-moi le signal et coupez-le quand je vous le dis. » Il vint se placer devant la lame du téléscripteur et leva la main au-dessus du bouton de bois. « Prêt ?» lui demanda l'enseignante qui tenait le portable entre ses doigts fins aux ongles manucurés. « Allez-y !» répondit-elle, les yeux plantés dans les siens. L'enregistrement commença. « Stop !» l'arrêta-t-il. Ça allait vite, très vite. Il s'appliqua, frappa la première séquence du plat de la main sur le poussoir en bois et entendit cliqueter, à l'autre bout de la ligne, la seconde machine, alors que le petit ruban se dévidait. Il allait faire signe à mademoiselle Mignon de poursuivre quand la voix d'Albert, qui s'était déplacé devant une des fenêtres, lui parvint. « Patron !»« Albert, c'est pas le moment !» rugit-il. Ils continuèrent. De l'autre côté, le ruban crépita. « Oui, mais... » Il leva les yeux au ciel. « Mais quoi ?»« Ils arrivent, patron. »« Qui ça, ils ?»« Bah, les collègues. » Malo et sa collaboratrice échangèrent le même regard. « Merde !» Quelqu'un dans la résidence avait dû prévenir les flics. « Continuez !» pressa-t-il mademoiselle Mignon qui, rassemblant elle aussi ses esprits, appuya à nouveau sur le portable. La séquence reprit. Malo, conscient qu'il n'avait plus beaucoup de temps, décida d'en finir une bonne fois pour toutes. Déjà, de la cage d'escalier lui parvenait un tumulte de voix qui allait crescendo. La séquence arriva à son terme. Malo, espérant ne pas commettre trop d'erreurs, tenta de la reproduire. Les claquements de la lame, longs ou courts, se succédaient alors qu'il essayait de suivre leur séquençage. Là-bas, de l'autre côté, le ruban grésillait, jusqu'à la dernière rafale. Il appuya une ultime fois. Deux choses se produisirent concomitamment. Sur le plancher, guère loin du visage du mort, il y eut un petit bruit, et une latte d'une vingtaine de centimètres de long se souleva d'un côté de quelques centimètres, dévoilant une cavité. « Albert !» ordonna Malo. « Allez voir ce qu'il y a là-dedans !» Tandis que son subordonné s'approchait de la latte soulevée, Malo, lui, se précipita sur la machine à décrypter, saisit le ruban et le décrocha pour y lire « Señor Alejandro de Aguila, 14 Calle de Velázquez, 28001, Madrid, Espagne. » Décidément, songea un instant Malo, lui qui se sentait enterré à Aurillac depuis plus de 3 ans, il pouvait dire maintenant qu'il rattrapait le temps perdu. À la dure. Il empocha le ruban à l'instant même où montait jusqu'à lui la voix tonitruante d'Albert. « Patron, regardez, je l'ai ! Il n'avait pas fini de prononcer ces mots qu'une ombre jaillie d'une des chambres s'abattit sur lui et, avant que quiconque, Malo le premier, n'ait pu réagir,
rafla dans la main levée d'Albert la boîte marquetée qu'il brandissait triomphalement avant de filer dans le couloir. « Eh mais, c'est quoi ça ?» balbutia le géant avec une expression ahurie, le regard tourné vers l'entrée, où le meurtrier bondissait déjà dans les escaliers. « C'est lui !» hurla Malo, sortant enfin de son immobilité pour se mettre à courir à son tour.